Bonjour. Donc, le dernier chapitre de l'année sur la cristallographie, j'appelle ça la cristallo, pour aller plus vite. Donc, les solides cristallins. Donc, nous allons étudier cette année un cristal parfait, c'est-à-dire un cristal qui cristallise avec des formes géométriques, un peu comme celui-là, le quartz cristallin. On dit que c'est un cristal périodique parce qu'il y a un motif qui va se répéter régulièrement. Vous voyez que là, on peut avoir des plans qui sont des parties là, qui sont rectilignes, des plans de coupe qui sont réguliers parce que ici, le quartz, il va être formé de peut-être une quarantaine de cristaux qui sont uniformes. Vous voyez que là, il y en a un dans une direction, là, il y en a un autre dans une autre direction. Et donc, les mailles vont être accrochées les unes aux autres et on va repérer certains ensembles qui sont réguliers. Donc, dans ce chapitre, on va faire comme si on zoomait à l'intérieur de la structure ici qui est régulière et qu'on voyait les ensembles d'atomes. On va jamais se placer à la limite où il y a deux cristaux accrochés, parce que là, on aurait quelque chose qui n'est pas homogène. Donc, les cristaux, ils peuvent cristalliser de différentes façons. On appelle ça des variétés allotropiques. Donc, je donne un exemple avec la silice, SiO2, le dioxyde de silicium. Il peut cristalliser selon deux modes distincts. Donc, vous avez le quartz, les cristaux de quartz qui sont ici réguliers. On voit des structures géométriques. Et à côté, ça peut aussi cristalliser sous la forme du verre. Le verre amorphe parce qu'il n'y a pas de structure régulière. Le verre, en fait, c'est un liquide infiniment visqueux et quand vous le chauffez, il va commencer à se déformer et on va pouvoir faire des formes de verre, de carafe, des assiettes, des tas de formes différentes pendant cette température où il est en train de se liquéfier. Et ensuite, on le laisse refroidir, il se fige et il donne cette structure où on peut avoir donné la forme qu'on veut. Donc, le verre amorphe, ce n'est pas une structure qu'on va étudier parce que justement, à l'intérieur, il n'y a rien de régulier. C'est complètement aléatoire, en fait. Ça donne des formes bizarres. Donc, nous, on va s'intéresser ici au quartz cristallin. Donc, comme j'ai dit, on s'intéresse aux cristaux périodiques avec des motifs qui se répètent. Et donc, à l'infini, dans toutes les directions, si on regarde sur l'axe X, Y ou Z, on voit des répétitions d'atomes. Et on suppose que ça se fait à l'infini parce que dans la maille qui est là, on aura zoomé jusqu'au niveau de voir les atomes. Et donc, si on est au niveau d'un atome, quand on regarde, il peut y en avoir peut-être 1000 ou 10 000 dans chaque direction. Donc, on a l'impression que ça se répète à l'infini. Dans un petit grain de sable, si vous allez à la plage à Canet, il y a plus de 10 puissance 18 atomes. Donc, vous imaginez si on zoome au niveau d'un atome qui serait dans le grain de sable, on a l'impression que ça se répète dans toutes les directions. L'exemple que j'ai donné sur le quartz, il peut y avoir plusieurs cristaux accrochés ensemble. Donc là, on dit que le cristal est polycristallin. Il y a plusieurs cristaux réguliers accrochés ensemble. Là, on les voit très bien. Et un autre exemple que je donne, c'est sur les panneaux photovoltaïques en silicium, vous savez, pour faire de l'électricité à partir du soleil. Donc, il existe des cellules polycristallines où on a plusieurs cristaux réguliers de silicium accrochés ensemble. On voit sur le dessin que ça fait différentes couleurs. Donc, on repère facilement que là, on a un cristal et à côté, on a d'autres couleurs. Donc, c'est qu'on a d'autres cristaux. Tout ça, c'est du silicium, mais ça va ressembler au modèle qui est dessus, c'est-à-dire des cristaux accrochés les uns avec les autres. Donc, c'est une cellule photovoltaïque qui n'est pas trop chère, parce que le fait qu'il y ait plusieurs cellules, ici, on a plusieurs réseaux de silicium, on l'a laissé cristalliser tout seul. Donc, c'est meilleur marché. Par contre, le rendement, il est moins bon, puisque à chaque fois qu'on a une limite entre deux cristaux différents, comme ici, l'électricité va y avoir une petite perte. Donc, c'est un panneau qui n'est pas cher.
mais qui a un rendement pas très bon. Et à côté, si vous voulez investir, vous pouvez acheter une cellule monocristalline, où en fait, tout ça, c'est un seul cristal de silicium. On voit bien qu'il n'y a pas de différentes couleurs comme sur l'autre. Donc celui-là, il est très cher parce que pour réussir à l'obtenir, dès qu'il y a eu un moment où il y avait un changement de phase de cristaux, ils éliminaient le panneau non conforme. Donc c'est un matériau qui est très cher. Par contre, il a un bien meilleur rendement pour produire l'électricité que l'autre, puisqu'il n'y a pas de défaut au niveau de jointure des mailles cristallines. Voilà. Donc, dans ce chapitre, on va imaginer qu'on va zoomer jusqu'à atteindre les atomes, réussir à les voir. Et l'environnement, on supposera que tout se reproduit à l'infini, qu'on est au centre d'un cristal régulier, par exemple ici. Ou alors sur le panneau ici, polycristallin, on imagine qu'on est dans une zone définie où, à l'infini, on a l'impression que tout est régulier. Voilà, donc ça, c'est la présentation. Alors, comment on peut analyser les cristaux? Il existe une méthode qui s'appelle la diffraction des rayons X. Alors, quand j'étais en école d'ingénieur à Nancy, j'avais dû former un cristal à partir de Al2O3, de corundum. Donc, j'étais partie d'aluminium, peut-être silicate d'aluminium et de l'oxygène dans un four. J'avais fait chauffer à une certaine température. Et le but, c'était d'obtenir le corundum alpha. Et une fois que j'avais eu cette poudre d'aluminium, pour vérifier s'il y avait ou pas le produit que je voulais faire, ou bien s'il y avait des impuretés, en fait, le cristal, je l'avais collé sur un bout de scotch. Donc, on met la poudre sur le scotch. Et je l'avais donné à un laborantin qui faisait la diffraction des rayons X. Et ensuite, on m'a donné le résultat sous cette forme-là de diffractogramme. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, le principe, c'est que le cristal qui est collé sur le pot de scotch, au niveau atomique, c'est comme si on avait des mailles régulières. Là, par exemple, ça pourrait être une maille de NaCl, le chlorure de sodium, avec des gros atomes d'ion chlorure, Cl-, et des plus petits atomes de sodium, Na+. Donc, la maille que vous avez sur le morceau de scotch, au moment où on l'éclaire avec des rayons X, on obtient sur l'écran des taches de diffraction, un peu comme vous avez vu en optique, quand il y avait des interférences, c'est le principe, on appelle ça des taches de l'eau. Et donc, un exemple ici, le cristal de béryl, vous avez l'exemple qui est dessiné là. Le cristal de béryl, macroscopiquement, on voit une forme hexagonale, ici, vous voyez. Donc, si on a donné ce cristal à un tailleur de pierre, il aura réussi à faire des plans de coupe avec des angles qui vérifient la forme hexagonale. Et quand ce cristal de béryl, on le met sur le scotch et qu'on l'éclaire au rayon X, on obtient ça sur l'écran comme tâche de diffraction. Donc, ce qui est remarquable, c'est que le cristal, macroscopiquement, c'est une forme d'hexagone. Et si vous regardez le signal obtenu, on voit aussi une symétrie hexagonale. Vous voyez, là, on dirait une petite fleur. Et à chaque fois, l'intersection entre les arrondis, ça forme un hexagone. Il y a d'autres petites fleurs ici, vous les voyez, les pétales. Donc, je peux mettre une deuxième forme d'hexagone, ici. Vous voyez, on devine les arrondis. Là, je fais le tour. Hop, et hop. Et le dernier, là, on arrive à voir la plus grande fleur. Là, elle disparaît. Et là, on la rattrape ici. Et la plus grande, en fait, elle est comme ça. Là aussi, vous voyez qu'on a à peu près l'arrondi, la forme hexagonale. Là, on le perd et là, on le retrouve. Donc, ce qu'on obtient sur l'écran, ça va ressembler à la forme macroscopique du cristal. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce qu'on appelle les fractales. Si au niveau macroscopique, on a une forme hexagonale, au niveau microscopique,
on aura peut-être la même forme et sur l'écran, on observe des formes qui vont ressembler à cette forme hexagonale. Alors, le résultat du diffractogramme, il n'est pas donné sous cette forme-là, ce n'est pas une photo. En fait, ça va ressembler à un diagramme comme ça. Donc, vous avez en ordonnée ici le nombre de coups, c'est-à-dire le nombre de rayons lumineux reçus par l'appareil. Donc, vous voyez que c'est très intense là. Il reçoit 40 000 impulsions. Donc, ça, c'est une unité arbitraire en fait. Ça vous dit l'intensité avec laquelle on a reçu le signal. Et ici, en abscisse, vous avez l'angle de θ. C'est un angle, je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, vous obtenez ici des valeurs, on appelle ça des pics, pour des angles de θ donnés. Donc, moi qui j'avais dû faire le matériau Al2O3 avec le four mélangé le silicate d'aluminium et je savais exactement là où devaient être les signaux, les pics. C'est un peu comme des empreintes digitales ou un peu comme les spectres lumineux des atomes, c'est-à-dire qu'on a une signature unique. Si j'ai une partie de Al2O3, d'alumine, j'aurai les signaux que j'ai identifiés avec les triangles. Donc, vous voyez que la majorité des signaux importants, ça correspond bien à ce que j'avais, ce que je voulais faire. Donc, j'ai réussi à faire Al2O3. Par contre, j'ai plein d'autres pics ici, des tout petits pics, où je n'ai pas de relation avec ce que je voulais. Donc, j'avais fait des recherches sur qu'est-ce que j'aurais pu avoir créé en même temps qu'en alumine, puisque j'étais partie de silicate de sodium. Donc, j'ai cherché ce qui pouvait ressembler à ça. Il y a toujours des petits déchets de silicium dans l'aluminium. Et donc, j'ai trouvé deux impuretés qui pouvaient correspondre, parce qu'à chaque fois, vous voyez, les petits ronds, c'est ce qu'on appelle natrosilice. Les petits ronds, il y a des petits pics qui correspondent, et après, j'avais d'autres pics ici que ça correspondait à une autre impureté, une autre façon pour le silicium de cristalliser. Donc là, j'ai un spectre, et l'analyse me dit que à peu près à 98%, c'est Al2O3, et puis on a quelques petites impuretés ici qui proviennent du mode de fabrication. Voilà, donc ce spectre, il me dit que j'ai bien créé mon produit, mais il y a quelques impuretés. Donc maintenant, je vais vous présenter la façon d'obtenir le spectre, comment se passe l'expérience. Donc ici, l'échantillon, il est sur le morceau de scotch. Vous avez le tube à rayon X qui envoie des ondes vers l'échantillon. Et au niveau de l'échantillon, ces ondes, elles vont rebondir un peu comme si c'était un miroir. Ça va rebondir et ça va être capté par le détecteur de rayon X. Donc, la première expérience où on obtenait des tâches sur l'écran, c'est comme si on avait mis ici un écran. Mais là, l'appareil, il est de l'autre côté. Donc, le tube à rayon X, lui, ne bouge pas. Il envoie en permanence des rayons X sur l'échantillon. Et par contre, le détecteur, lui, détecteur de rayons X, il est mobile. C'est-à-dire qu'il va parcourir ici un certain angle pour essayer de voir à quel moment on capte un signal. Donc, le détecteur, lui, il va être mobile et il va vous donner la valeur au moment où on a récupéré le signal, c'est les pics. Ça correspond à l'angle de θ. De θ, en fait, parce que c'est globalement la variation d'angle par rapport au rayon lumineux. On a un angle θ sur l'échantillon, puis ça rebondit. Et donc, globalement, entre l'émission et la réception, on a un angle de θ. Donc, l'appareil, il est calibré pour vous dire, pour l'angle de θ, on a reçu un signal. Alors, les cristaux, ça va ressembler à des cubes comme ça, avec des atomes à certains endroits. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des plans d'atomes. Ici, vous avez le plan supérieur. Vous voyez, c'est un plan horizontal qui contient les 5 atomes gris et les 4 atomes rouges. Donc, en haut, c'est un premier plan. En dessous, il y a un deuxième plan horizontal et encore en dessous, un troisième. Et ce que vous devez comprendre,
c'est que des plans, là j'en ai représenté 3, mais si je me place au niveau d'un atome en particulier, dans toutes les directions, on a l'impression que la maille se reproduit de façon régulière sur l'axe des X, sur l'axe des Y et sur l'axe des Z. C'est-à-dire qu'à perte de vue, l'atome, il voit toujours la même maille se redessiner. Donc, on a certains plans particuliers. Là, les plans horizontaux, et vous avez aussi des plans verticaux, ici, dans un sens ou dans l'autre. Donc, il va y avoir un certain nombre de plans qui se répètent. Donc, les plans qui se répètent, ça correspond à ces lignes grises. D'accord ? Et sur ces plans, il va y avoir les atomes régulièrement espacés, puisque à l'infini, on a toujours la même chose. Donc, la source des rayons X, elle envoie une onde lumineuse dans la longueur d'onde des rayons X, et on dit que les ondes qui sont émises par l'appareil, elles sont en phase. C'est-à-dire, j'espère que vous avez vu les ondes électromagnétiques un petit peu en physique, donc les ondes, on dit qu'elles sont en phase, c'est-à-dire qu'elles sont au maximum en même temps et au minimum en même temps. C'est un peu comme si on avait 2 signaux électriques émis par 2 sources et qu'on essayait de les cumuler, de les additionner. Si les deux ils sont en phase, quand vous allez additionner les 2 signaux, ils vont se cumuler, vous allez avoir 2 fois plus. Si les 2 ondes, elles sont en opposition de phase, c'est-à-dire que la première est au maximum quand la deuxième, elle est au minimum, quand vous les additionnez, ça va se détruire, les signaux vont s'annuler et au final, vous n'avez rien. C'est comme si ça s'était neutralisé. Donc, les rayons X, ils arrivent de la source et ils vont vers l'échantillon. Donc, il va y avoir ces rayons qui vont être absorbés et réémis, un peu comme si ça rebondissait. Un peu comme si c'était le rebond d'une boule de billard. Vous voyez, ça rebondit avec le même angle de réflexion, ici par rapport au plan, que l'angle d'incidence. Donc, le rayon, le premier, il arrive ici, il rebondit sur l'atome et il repart. Donc, vous voyez la trajectoire, ça vous fait 2 portions de droite. Et le deuxième rayon qui arrive de la source parallèle, alors là, on a représenté qu'il passait sur un atome, en fait, il passe à côté, hein, il ne passe pas dessus. Donc, il passe à côté ici, et lui, il va rebondir sur le deuxième plan, qui est à la distance D du premier plan. Donc, D, c'est la distance entre les 2 plans. Donc, le deuxième rayon qui arrive parallèle au premier, il va rebondir sur le deuxième plan, un peu comme le premier avait rebondi, avec le même angle de réflexion que l'angle d'incidence. Donc, en fait, quand il repart parallèle à l'autre, vous voyez, et ils repartent tous les deux vers le détecteur. Le détecteur qui sera là ou pas, puisque le détecteur, j'ai dit que le détecteur, il allait se déplacer. Donc, en fait, le détecteur, il va essayer de capter à quel moment, pour quel angle θ, il reçoit un signal. Donc, ici, l'onde qui arrive, l'onde incidente, elle rebondit, elle repart. La deuxième, elle rebondit, elle repart. Ce qu'on peut constater, c'est qu'avant le rebond, elles étaient en phase. Donc, le signal s'additionne. Sur l'écran, ça fait un point. Et après avoir rebondi, après la diffraction, là aussi, il se trouve qu'elles sont en phase. Donc, dans ce cas-là, si elles sont en phase après le rebond, ça veut dire qu'elles vont s'additionner, qu'elles vont se cumuler, et sur l'écran, on aurait eu une tâche, le détecteur, il va capter un signal. Là, le détecteur, il va dire oui, j'ai capté un signal, et il va faire un pic, comme ça. Il va dire paf, pour cet angle θ, j'ai un pic. Plus ou moins grand, ça va dépendre de la quantité reçue, mais il va dire qu'il a un pic. Alors, pourquoi est-ce que les ondes sont en phase? Donc, la lumière, elle parcourt un trajet à la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, les ondes électromagnétiques, elles ont toute cette vitesse-là dans le vide. Là, c'est dans l'air, mais on va supposer que ça change très peu. Donc, vous avez l'onde qui parcourt là, qui fait un rebond. La deuxième, elle parcourt, elle fait un rebond. Donc, les 2 ondes, elles vont être en phase ici. Je vais essayer d'insérer une forme en phase.
Voilà. Donc, ce truc-là, je vais lui mettre une couleur pour qu'on le voit bien. Voilà. Allez, du vert. Non, du jaune. Parce qu'on verrait mieux du rouge. Allez, hop. Et je la fais plus épaisse. OK. Donc là, vous avez les deux ondes qui sont en phase. Elles viennent de la source des rayons X. Donc là, c'est en phase. C'est en phase. Ça va toujours être en phase. Vous voyez? Rien ne change. Ici non plus. Et là, tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Donc, au moment ici où la première onde rebondit sur l'atome, elle repart directement. Donc, vous voyez, ça, là, cette longueur d'onde ici, la longueur d'onde, elle correspond à ce qu'on aurait eu ici. Puisque ce que j'ai juste après, là où je suis en phase, cette longueur d'onde, en fait, l'autre qui est symétrique, elle se retrouve ici. Donc, vous voyez que cette onde, l'onde du bas, elle est en retard par rapport à l'autre qui est déjà parti vers le détecteur. Pour l'instant, on est en retard de une longueur d'onde, puisque là, elle est partie directement et moi, je suis toujours en train d'aller vers le cristal. Donc là, vous avez une longueur d'onde de retard. Au moment où ça rebondit ici, il va y avoir la même distance, puisque c'est symétrique, hein, le rebond, l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Donc, on va avoir la même distance ici par symétrie, et j'ai encore une longueur d'onde de retard. Et tout d'un coup, je vais être de l'autre côté, et là, vous voyez que les ondes, elles sont en phase. On est au maximum en même temps, on est au minimum en même temps, au maximum en même temps, au minimum en même temps, et tout ce qu'on va partir vers le détecteur, on sera en phase. Donc, si on est en phase, c'est à partir de là où les deux ondes sont toutes les deux dans la même direction. Mais l'onde du bas, elle a été en retard de une longueur d'onde et une deuxième longueur d'onde. Vous voyez? Donc, les deux ondes, elles étaient en phase, elles sont toujours en phase après, mais uniquement parce qu'on a ici deux longueurs d'onde, on a un nombre entier de longueurs d'onde. Si le déphasage ici, où on voit qu'on a deux longueurs d'onde, si j'avais eu par exemple 1,5, une longueur d'onde et demi, au moment où les deux signaux repartent parallèles, le et demi, ça veut dire que j'aurais été en opposition de phase. Et donc, quand la première est au maximum, l'autre serait au minimum, les deux ondes, elles se détruiraient, et du coup, le détecteur ne capterait rien. Donc, en fait, là, j'ai représenté uniquement deux rayons, les rayons X, mais il va y en avoir une infinité. Un laser, c'est très concentré en nombre de rayons. Et donc, on va avoir peut-être 1000 longueurs d'onde qui arrivent et qui repartent. Et globalement, si toutes les ondes sont en phase, on va observer un signal. Et si les ondes sont légèrement décalées, comme il y en a une infinité, tout va se neutraliser parce qu'en faisant la moyenne, on aura 0. C'est pour ça qu'on observe un petit bruit de fond ici. Vous voyez qu'on a un petit bruit de fond. Donc là, on dit, ben, ça ne matchait pas. Et tout d'un coup, on a un signal. Donc, si on a le signal, c'est que là, les ondes sont arrivées en phase. Puis, bruit de fond, un signal, etc. Et vous voyez qu'on va avoir des signaux de différentes intensités. Ça va dépendre de combien de rayons on rebondit et sont arrivés de la même façon. Et donc, l'angle de θ, il va varier ici. Alors, donc, là, j'ai donné les explications de ce que j'ai dit. Donc, les plans d'atomes se comportent comme des réseaux de diffraction. Ils réfléchissent les rayons avec l'angle de réflexion égale angle d'incidence. On n'en a représenté que deux. Donc, au début, les deux ondes, elles sont en phase, ici. Donc, au maximum en même temps, au minimum en même temps. Si on mettait un écran ici, on observerait une tache, hein, les taches de diffraction, la figure, on a des petites fleurs tout à l'heure. Au moment où on a la diffraction,
les ondes elles vont rebondir, un peu comme sur un miroir, et il va y avoir un décalage entre les deux. Celle du haut, elle ne s'est pas arrêtée, alors que celle du bas, vous voyez qu'elle a dû parcourir ce chemin en plus, donc elle est en retard. Donc l'onde du bas, sur le schéma, elle est en retard de 2 longueurs d'onde ici. Et ensuite, elles repartent et il se trouve qu'elles sont en phase. C'est pour ça qu'on observera une tache sur l'écran. Alors sur le capteur, on observe un signal seulement si les ondes, toutes, elles arrivent en phase. Parce que là, j'ai représenté que 2 plans, mais ça peut rebondir aussi sur le plan d'en dessous. Il y en a plein de plans, il y en a une infinité. Donc, ce qui va compter, il faut que le retard, ici, ça correspond à 2 longueurs d'onde, il faut que le retard soit un nombre entier de longueurs d'onde. Là, j'en ai 2, mais si j'en avais eu 3, au moment où je les remets partir ensemble, elles seraient en phase, ou 4 ou 5. Il faut qu'il y ait un nombre entier. Donc, si le retard est un multiple de lambda, on dit qu'on a des interférences constructives, c'est-à-dire que toutes les ondes vont s'additionner et on va observer un signal, alors que si les ondes sont déphasées même un petit peu, elles vont toutes arriver avec un déphasage et globalement, le capteur, lui, il va faire la moyenne de ce qu'il reçoit et en fait, il ne recevra quasiment rien. On aura juste un bruit de fond. Alors, du point de vue géométrique, ici, c'est là qu'on avait la première longueur d'onde et la deuxième longueur d'onde. Hein, les ondes elles arrivaient comme ça, elles repartent. Là, c'est la deuxième. Donc là, on vous a représenté dès la distance entre les plans, qui correspond au moment où ça rebondit. Θ, c'est l'angle d'incidence qu'on a ici aussi. Mais on a l'angle qui se répète dans différentes positions. Hein, l'angle θ, vous l'avez ici et vous l'avez ici. Tout simplement parce que là, on a une perpendiculaire. Donc, si on fait la géométrie, on s'aperçoit que là, on a un triangle rectangle et que sinus θ, sinus, c'est côté opposé ici sur l'hypoténuse ici. Donc, sinus θ, c'est cette longueur-là divisée par d. Donc, cette longueur-là divisée par d et que ça fait sinus θ, forcément, la longueur, c'est d sinus θ. Okay. Sinus θ, c'est cette longueur divisée par l'hypoténuse. Donc, après, on arrive à cette longueur, c'est d sinus θ. Avec d, la distance entre les plans, et θ, l'angle pour lequel on a un signal sur l'appareil. L'angle pour lequel vous avez ici un pic. Donc là, vous voyez qu'on a un pic à peu près à 50. 50, c'est 2θ. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, θ égale 25, hein, à peu près. Donc, il faut penser toujours à diviser par 2, parce que l'angle, c'est 2θ. C'est paramétré comme ça ici. Donc, la première distance de retard, c'est d sinus θ. Et puis, il y a le retour, il y a d sinus θ ici. Donc, vous voyez qu'on a la distance en vert en tout, c'est 2d sinus θ, puisqu'on cumule celle-là plus celle-là. Donc, ça, c'est un retard du point de vue d'une longueur. D'accord? C'est une longueur. Et cette longueur, on observera une tâche uniquement si, sur cette longueur, on a eu un nombre entier de longueurs d'onde. Là, j'en avais 2 longueurs d'onde. Mais ça aurait marché pareil si j'en avais 1, 2, 3, 4. Par contre, on n'aurait pas de tâche si j'avais une valeur non entière. Par exemple, 1,5 ou 1,1, 1,2. Donc, uniquement si j'ai un nombre entier de longueurs d'onde, n lambda, avec n un entier, alors l'appareil recevra un signal. Donc, le capteur reçoit un signal pour dire je reçois les rayons X, uniquement si ce qu'on appelle la différence de marche delta, vous verrez ça en optique certainement l'année prochaine. Donc, seulement si la différence entre les deux, différence de marche, c'est ce qu'on appelle là, on a l'impression que c'est comme un escalier en fait, vous voyez. Là, on est arrondi, alors que là, on a pris une marche en plus. Donc, on appelle ça la différence de marche, seulement si c'est un nombre entier de longueur d'onde. Donc, la relation de Bragg, qui
est utilisable avec un spectre de ce type-là. Elle va relier l'angle θ d'incidence entre les deux. OK, il se retrouve ici dans la formule. L'écartement D entre deux plans successifs, ce qu'on a ici. L'écartement entre les plans ici. Donc, si vous connaissez θ et vous connaissez la valeur de la longueur d'onde, vous pouvez trouver la distance entre les plans. Et puis, la longueur d'onde des rayons X. Et la longueur d'onde des rayons X, elle est forcément donnée. On vous dit, la longueur d'onde, elle vaut telle valeur. Là, j'ai mis une valeur un peu approximative, l'ordre de grandeur. Ça dépend de l'appareil. Donc, des fois, ça peut varier. C'est pour ça qu'on vous donne précisément, normalement, la valeur. Donc, j'ai fait un exercice. Ça, c'est un exercice que je pose en colle d'habitude. Et donc, application de la relation de Bragg. La relation de Bragg, je la redonne ici. On observe une tâche sur l'écran seulement si delta égale à 2d sinus θ. C'est un multiple de la longueur d'onde lambda. Donc, la longueur d'onde, on vous la donne ici. Et on vous donne le cristal qui possède une maille cubique. Et la maille cubique, petit a, égale 564 picomètres. Donc, 564, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Non. Donc, petit a égale 564, c'est un côté du cube. Donc, par exemple, c'est cette distance. Donc là, vous avez petit a. Ou alors, petit a, vous l'avez aussi verticalement. Donc, je vous montre sur un autre dessin. Là, vous avez petit a aussi. Et puis, vous avez aussi petit a dans la troisième direction. Là. Voilà, donc c'est un cube. Vous avez une maille cubique. Tous les côtés du cube, c'est égal à A. Donc, on vous explique, on vous redit la relation de Bragg. Donc, quand vous avez les rayons X qui arrivent, ils ont une différence de marche. Vous voyez là, le premier, il a rebondi sur le premier plan, le deuxième, il a rebondi sur le plan d'après. Et puis, elles sont en phase, on aura un signal. Si elles sont déphasées, on n'aura pas de signal. Les plans, il y en a plusieurs différents. Je vous en ai cité 3 tout à l'heure dans le cube, mais en fait, il y en a plus que ça. À chaque fois qu'on change l'inclinaison, vous allez avoir des plans de plus en plus resserrés. Et donc, à chaque fois que ça rebondit sur un plan de ce type-là et que les ondes sont en phase, vous aurez un signal. Donc, vous voyez que là, le détecteur va passer ici. Il va récupérer un signal ici, ici et là. Donc, à chaque fois, il aura un signal uniquement si on vérifie la relation de Bragg, c'est-à-dire que la distance D entre les plans correspond à une valeur telle qu'on ait un nombre entier de longueur d'onde. Alors, première question de la colle, on demandait calculer la distance DI entre deux plans gris parallèles consécutifs dans les cas suivants. Alors, je l'ai représenté en gris parce que des fois, ce n'est pas évident. Alors, la distance entre deux plans gris, en fait, c'est la distance entre ces deux traits, d'accord? La distance, pour regarder une distance en 3D, il faut tracer une perpendiculaire au premier plan, une perpendiculaire au deuxième. Et la distance entre les deux, ici, c'est ce qu'on a verticalement et ça correspond à un côté du cube. Donc, la distance entre deux plans, dans le premier cas, ça va correspondre à un côté du cube. Donc, ici, ça va faire 564 picomètres, puisque c'est la valeur qu'on vous a donnée, la côté du cube. Ensuite, la distance D entre deux plans gris parallèles. Donc là, j'ai le premier plan. Le deuxième, il va se retrouver ici. Et moi, je veux trouver la distance entre les deux. Alors, tiens, ce que je peux faire, c'est que mettre une distance d'une autre couleur. La distance, je vais la faire d'une autre couleur. Donc là, je vais le faire, par exemple, en bleu.
OK. Donc, en bleu, ça va correspondre à la distance. Je vous montre où elle est la distance entre les deux plans. Donc, la distance entre les deux plans, ici, on voit que c'est un côté du cube. De là à là. OK. Bon, j'arrive pas à le faire connecter exactement, c'est pas grave. Donc, dans le très petit b, la distance entre les deux, vous voyez, ça ne peut pas être ça que je viens de dessiner. La distance, comme je vous ai dit, il faut tracer une perpendiculaire entre le premier plan et le deuxième. Et là, la distance entre les plans, c'est la plus petite longueur mesurable entre deux points quelconques. Donc, il faut tracer toujours une perpendiculaire. Donc là, je ne suis pas perpendiculaire au plan gris. Pour avoir une perpendiculaire au plan gris, il faut que je mette comme ça. Vous voyez? C'est ça la distance entre les deux. La plus courte distance entre deux points des deux plans. Alors, combien elle fait cette valeur? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un cube, un côté, c'est petit a, et une diagonale, ici une diagonale, c'est a racine de 2. Or là, une diagonale, c'est ça. Je vais d'un point à l'autre sur une même face. Or moi, je dois m'arrêter ici. Donc, vous voyez que la distance entre les deux plans, c'est la moitié de la diagonale d'un carré. La diagonale d'un carré, c'est a racine de 2. Et si je veux faire la moitié, eh bien, du coup, ça va faire a racine de 2 sur 2. La moitié. Et là, on peut simplifier. A racine de 2 sur 2. En bas, c'est racine de 2 fois racine de 2. Il y en a un qui simplifie. Donc, ça fait a sur racine de 2. Avec a qui est connu. Et donc, a sur racine de 2, on pouvait trouver la valeur en faisant l'application numérique. Troisième possibilité. Donc, vous avez le premier plan qui est ici. Ça, c'est le plus dur. Le premier plan, des points du premier plan ici. Et les points du deuxième plan ici. Ça, c'est le plus dur à expliquer. Alors, pour trouver la distance entre les deux, la distance entre deux points du plan, là, les plans, en fait, on pourrait dire qu'il y a un premier plan ici, parallèle à ça. Là, il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, parce que les mailles elles vont se répéter. Donc, la distance entre les plans, on va la voir à peu près ici, vous voyez. Alors, il faut réussir à mesurer cette longueur. Ce qu'on sait dans un cube, je reprends, un côté, c'est petit a. Une diagonale d'une face, c'est a racine de 2. Et une grande diagonale dans le cube, c'est-à-dire d'un sommet au sommet opposé, de là à là, ça va faire a racine de 3 ici. La longueur totale, a racine de 3. Or, ce plan gris, là et là, comme les mailles, il va y en avoir plein autour, on a aussi un plan gris qui passe par ce point et un plan gris qui passe par ce point. Tout ça pour dire que si je parcours cette longueur en tout, c'est-à-dire a racine de 3, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste cette valeur ici. Or, on a un premier écartement ici, un deuxième, ce qui m'intéresse, ici, et le troisième là. Or, les trois écartements de plan, c'est les trois mêmes valeurs. Donc, en fait, ici, j'ai 3 fois trop, puisque j'ai un premier écartement, un deuxième et un troisième. Moi, je veux juste, entre les deux plans gris qui sont à l'intérieur de la maille, donc la distance ici, c'est a racine de 3, ça correspond à toute la diagonale, divisé par 3, puisque vous voyez qu'il y a 1, 2 et 3 écartements. Donc ici, la distance, ça va être a racine de 3 sur 3. A racine de 3, c'est toute la diagonale, divisé par 3 parce qu'il y a 3 fois le même écart. Donc A, on connaît, donc on arrive à trouver 326 picomètres. Ensuite, je faisais un petit peu de maths parce que je trouvais que c'était rigolo. C'est le début d'une relation de récurrence et en déduire les 3 distances suivantes.
qu'on n'a pas représenté sur des plans gris parce que là, ce serait vraiment compliqué. Mais c'est une récurrence, c'est comme une suite. C'est-à-dire qu'on va avoir des trucs qui se ressemblent et qui se répètent. Donc, on a A sur racine de 2, A sur racine de 3. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ici, on a A sur racine de 1. Ça ne sert à rien de l'écrire comme ça. Mais en fait, vous voyez que la récurrence, A sur racine de 1, A sur racine de 2, A sur racine de 3, et les suivants, ben, la récurrence, en fait, ça va être 1, 2, 3, 4. A sur racine de 4, A sur racine de 5, A sur racine de 6. Et donc là, vous avez des valeurs qui correspondent à des distances entre plans, c'est-à-dire des distances ici. Les plans, en fait, c'est quand vous avez un plan qui passe par des points. Là, les points, ils sont représentés uniquement en 2 dimensions, mais en réalité, c'est en 3 dimensions. Donc, vous voyez qu'il va y avoir au moins 6 plans avec des distances entre les plans qu'on a fait calculer. Il va y avoir au moins 6 plans qui vont permettre d'avoir un rebond du signal de rayon X et après une tâche de diffraction. Donc, vous avez 6 valeurs ici qui vont correspondre à un angle θ. Donc, comment on va trouver l'angle θ? Calculer la position des pics de diffraction correspondant aux 6 plans étudiés ici, comparé avec les valeurs du diffractogramme qu'on vous donne là. Donc, on a la formule de Bragg, 2D sinus θ égale n lambda, avec n égale 1 ou 2, hein, c'est les valeurs qu'on va regarder, soit une longueur d'onde, soit 2 longueurs d'onde, donc on fera varier n. Donc le but, c'est de trouver sinus θ d'abord. Donc pour avoir sinus θ, il suffit de diviser par 2D. Donc ça fait n lambda sur 2D. Donc là, c'est simple. Et ensuite, pour avoir θ tout seul, il faut faire la réciproque de la fonction sinus, c'est-à-dire arc sinus de ce qui se trouve là. Vous voyez, là, ce n'est pas difficile. Donc, la valeur θ, c'est arc sinus de n lambda sur 2D avec n égale 1 ou 2. Ça va correspondre aux colonnes si n égale 1 ou si n égale 2. Lambda, il est fixe puisqu'on vous l'a donné. Et D, ça va être la distance entre les plans, les 6 distances que vous avez ici. Donc là, le but, ça va être de calculer les valeurs de 2θ pour voir si ça marche avec le signal qu'on reçoit ici. Il y a un petit bruit de fond et puis tout d'un coup, paf, un signal, vous voyez. Donc on va quasiment jusqu'à 2θ égale 90 degrés. On commence à 60, 50, 40, 30, 20. Donc on part à peu près de 2θ égale 20 jusqu'à 2θ égale 90. Donc le but là, c'est de remplir le tableau et d'avoir 2θ, puisque 2θ, c'est ce qu'on a en bas en abscisse. Ce n'est pas juste θ qui nous intéresse, c'est 2θ. Donc là, il y avait un piège aussi. Si c'était 2θ, eh bien, en fait, il fallait multiplier par 2. Donc, c'est 2 fois arc sinus. Si n égale 1, j'ai remplacé n par 1, donc là, ça disparaît. Et l'autre truc, si n égale 2, le n ici, il va apparaître. Donc après, on pouvait le simplifier en disant 2 arc sinus de lambda sur d. Avec lambda fixe 154 en picomètre et d, la valeur directement en picomètre. Okay. Donc on met la même unité entre lambda et d, la même unité, du coup l'unité simplifie et on a bien une formule ici adimensionnelle. Donc là, il fallait faire les calculs. Donc ça, c'était un petit peu répétitif, mais bon. Donc il fallait faire les calculs, vous pourrez vous entraîner chez vous à le refaire. Donc on trouve un certain nombre de valeurs. Et ensuite, il fallait regarder si ça correspondait au diffractogramme. Donc 15,7, lui, on ne l'a pas,
puisque ça commence après. 22,3, on ne l'a pas non plus. Donc, ça fait partie du bruit de fond qui s'est perdu là. Et ensuite, vous avez 27,4. Ça, c'est bon. 31,7. OK. 35,5, il est là. Hop. Ensuite, 39,1, vous l'avez. Et ensuite, on reprend l'autre côté. 31,7, vous ne l'avez pas, mais 31,8, c'est pareil. 45,4, il est là. 56,5, c'est 56,6. Hein, il y a un petit peu d'incertitude de mesure. 66,2, 75,3, 84. Donc, en fait, toutes ces valeurs-là, vous les avez. Les seules qui manquent, ça va être les deux premières parce que ça fait partie du début d'analyse. Et là, on a un bruit de fond. Donc, c'est possible de ne pas avoir tous les signaux. Mais en tout cas, tous les signaux qui sont ici, ça va correspondre aux valeurs qu'on avait là. Donc, ça, vous essayerez de le refaire tout seul. Et dernière question, pourquoi l'intensité correspondant au pic de θ égale à 31,8 est-elle aussi forte? Hein, vous avez des pics qui ont à peu près les mêmes valeurs. 45,4, il est un petit peu plus haut, mais 31,8, il est beaucoup plus fort. Donc ça, c'est le nombre de coups, le nombre de signaux reçus par l'appareil. Et donc, pourquoi ce signal il est aussi fort? C'est parce que là, vous avez la valeur. Et en fait, vous l'avez aussi ici. Donc, en fait, quand ça rebondit sur le plan D4, la distance D4 pour n égale 1, ça va donner la même valeur d'angle que si on était sur le plan D1 avec n égale 2. Donc, vous avez deux fois la même valeur. Et les signaux, comme c'est des intensités lumineuses, elles vont se cumuler, s'additionner. Et du coup, pourquoi le signal il est aussi fort? Parce qu'en fait, il apparaît deux fois avec les différents plans et les différentes valeurs de notre longueur d'onde. Okay. Alors là, on a fait juste n égale 1 ou 2. Peut-être que si on continue n égale 3, 4, 5, etc., peut-être que 31,7, il va ressortir à nouveau. Et dans ce cas-là, c'est peut-être pour ça qu'on avait encore plus. Donc là, c'était juste, il fallait remarquer que 31,7, 31,8, il apparaissait deux fois. Voilà, donc ça, c'est un exercice que je posais en colle et ça occupait bien les élèves pendant 1 heure. Le plus dur, c'était ce plan-là. Le reste, ça allait à peu près. Alors, on continue. Alors, maille et motif. Alors, ce qu'on appelle une maille, c'est une représentation en volume dans 3 directions de référence, X, Y, Z, et qui va pouvoir se répéter dans toutes les directions, à l'infini, puisqu'on suppose qu'on a fait un zoom et que ça se répète à l'infini. Donc, une maille, en général, ça ressemble à ça, une sorte de boîte d'allumettes déformée. Le plus souvent, c'est un parallélépipède rectangle. C'est-à-dire il peut y avoir des angles droits, mais ça peut être tordu aussi. Voyez. Alors, ce qui est impératif, c'est qu'on doit avoir un atome sur chaque sommet. On ne peut pas définir une maille où là, on soit dans le vide. C'est forcément, on est ancré sur un sommet. Donc, la maille, on va la définir par 3 paramètres de longueur. Les longueurs, c'est suivant les axes X, Y, Z. Donc, la distance ici entre les centres des atomes. Cette distance petit a, ça peut correspondre aux distances qu'on a trouvées avec la relation de Bragg. Ici, puisque la distance D, là, on la connaissait. La valeur D, vous la connaissiez à l'avance. Juste ça. Vous la connaissiez. Mais inversement, si vous avez les valeurs d'angle θ, vous pouvez trouver différentes valeurs de D. Donc, soit l'exercice est posé en disant on connaît la valeur des distances, trouvez θ, voir que ça marche. Ou inversement, on vous donne les valeurs θ et on vous demande de trouver la distance. Et dans ce cas-là, vous auriez trouvé 3 distances, petit a, petit b, petit c. Donc, c'est la distance entre les plans, entre les centres des atomes. Donc, pour définir une maille, il faut 3 paramètres de longueur, la distance entre les atomes dans les 3 directions de référence,
qui ne sont pas forcément perpendiculaires. Et puis des angles, l'angle alpha, bêta, gamma. Alors l'angle alpha, pour les retrouver, on va jamais vous demander l'angle alpha par rapport à quel repère il est. Mais bon, juste je vous montre. Ça m'étonnerait qu'on vous demande précisément. Donc l'angle alpha, c'est dans l'ordre de l'alphabet, alpha, bêta, gamma. Alpha, c'est l'angle opposé à l'axe X. C'est l'angle en fait qui n'est pas dans le plan de l'axe X. Donc qui est dans l'angle qui n'est pas défini par X, c'est-à-dire dans l'angle avec Y et Z. Donc alpha, c'est l'angle entre les axes Y et Z. Bêta, c'est l'angle opposé à Y, parce que c'est dans le même ordre alphabétique. Donc bêta, en fait, c'est l'angle entre les axes où il n'y a pas Y, l'axe X et Z. Et le dernier, gamma, gamma, c'est l'angle sur lequel il n'y a pas l'axe X, l'axe Z. Du coup, gamma, c'est l'angle qui est entre les axes X, Y. Voilà. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas une infinité de possibilités. Donc, il y aura 6 paramètres, puisqu'il y a 3 de longueur et 3 angles. Et en fonction des 6 paramètres, là, 3 longueurs, 3 angles, on a 7 réseaux simples. Les réseaux simples, c'est des réseaux qui sont comme ça. C'est-à-dire les atomes, ils sont uniquement sur les sommets. Comme ça. Donc, les réseaux simples, c'est ceux qui vont être bleus. Là. Là. On appelle ça une maille P comme primitive, c'est-à-dire la maille la plus simple. Alors, l'appellation P, I ou F, ce n'est pas exigible. Hein. Et les mailles qu'on va vous demander de savoir par cœur, c'est les 3 premières ici. Vous voyez que ce sont des cubes. Et en plus, donc, il y a les distances égales et les angles égaux à 90. C'est ça les 3 exigibles. Mais je vous présente tout ce qui existe. Donc, il existe 7 mailles primitives, ici et là, qui sont définies par des paramètres de longueur. Donc, cubique, c'est que vous avez les 3 longueurs égales et des angles à 90. Tétragonal, c'est comme si le cube, vous l'aviez tiré dans une seule direction. Vous l'aviez étiré ici horizontalement. Du coup, il va y avoir la longueur C qui sera différente des autres, mais c'est toujours avec des angles droits. C'est comme si c'était une boîte d'allumettes avec 2 côtés égaux, une surface carrée, et puis le reste étiré. Orthorhombique, c'est que vous avez tiré le cube dans un sens et dans l'autre sens. Il y a toujours des angles droits, mais les 3 longueurs sont différentes. Là, c'est vraiment la boîte d'allumettes, avec, on appelle ça parallélépipède rectangle. Vous avez la boîte d'allumettes avec 3 longueurs différentes et puis toujours des angles à 90. Donc ça, c'est les trucs les plus faciles parce que pour calculer le volume, c'est facile. Le volume d'un cube, c'est A fois B fois C, à condition que les angles soient 90. Et donc là, le volume, c'est A fois B fois C, c'est-à-dire A au cube, parce que les 3 longueurs sont égales. Ici, le volume, c'est A fois B fois C, c'est-à-dire A carré fois C, puisqu'il n'y a que C qui est différent. Et là où les 3 valeurs sont différentes, c'est A fois B fois C, le volume. Alors après, il en existe 3 autres. Je vous présenterai la maille hexagonale un peu plus tard. La maille hexagonale, on a en fait globalement ici, c'est comme si on avait 2 triangles. Ça fait un losange. Donc on a des angles à 90 verticalement, là, entre les plans horizontaux et la partie verticale, 90. Et ensuite, là-dedans, on va avoir des angles à 120 degrés. 60 ou 120, ça va dépendre de comment on le regarde. Donc ça, c'est hexagonal. Il y a toujours une partie à 90 et d'autres à 120. Trigonal, c'est comme si c'était le cube déformé. C'est-à-dire qu'on a toujours les 3 côtés égaux, mais les angles, ils ne sont plus à 90. On l'a déformé. Par contre, les angles, ils sont toujours égaux. Donc, c'est le cube qu'on aurait étiré, par exemple, entre 2 points opposés. Ça vous donne la maille trigonale. Ensuite, monoclinique. Vous avez des longueurs différentes, mais il y a toujours des angles à 90. Donc, ça va. Et un autre qui n'est pas 120 degrés, sinon ce serait hexagonal. Et le pire de tous,
le triclinique. Alors lui, c'est exactement le modèle que j'ai présenté au début. Il y a 3 longueurs différentes, 3 angles différents et aucun à 90. Voilà. Mais vous, ce qu'on va vous demander, c'est ça. Donc les réseaux, il y en a 7. C'est ceux qui sont en bleu, avec forcément un atome sur les sommets. Et en fonction du réseau, de la maille, vous pouvez avoir des atomes qui vont faire un motif différent. Là, c'est la maille la plus simple où j'ai dit qu'il y avait un atome par sommet. Mais vous pouvez avoir aussi une maille, on appelle ça cubique, comme ça, cubique centré. Cubique centré, c'est parce que vous avez un atome en plein centre de la maille. Donc le cubique centré, I c'est internal centered, ça veut dire l'atome au centre interne dans la maille. Donc il existe le réseau I, c'est pas exigible I, hein, mais il existe sur ces 3 possibilités. Vous voyez, on peut avoir un atome au centre ici et un atome au centre ici. Sur les deux, que ça ressemble à des boîtes d'allumettes. Par contre, on ne pourra jamais avoir un atome au centre sur une maille comme ça. Parce qu'en fonction des distances, ça ferait une déformation. L'atome, il ne contient pas en fait. Il déformerait tout. Donc là, il n'y en a que 3 possibilités où on est un atome en plein centre. Mais rassurez-vous, vous, c'est uniquement ces 3. Hein, vous devez retenir. Et le troisième, F, face centrée. Ça veut dire qu'il y a un atome au centre de chaque face. Alors, si vous avez joué avec les dés récemment, vous savez qu'un dé, il y a 6 faces, puisque ça va de 1 à 6. Et donc, s'il y a un atome par face, ça veut dire qu'en tout, il y a 6 atomes qui sont répartis au centre de chacune des 6 faces. Voilà. Donc, on a 6 atomes en plus. Ceux qui ne sont pas sur les sommets, ils sont au centre des faces. Par contre, en plein centre du cube, là, j'ai mis ma croix en plein centre du cube. En plein centre du cube, il n'y a pas d'atome. C'est vide au milieu. La différence, alors que là, c'était au centre. Là, il n'y en a pas au centre. Et le F peut se retrouver aussi sur cette forme orthorhombique, les faces centrées. Donc, vous avez 6 atomes sur chacune des 6 faces. Par contre, vous voyez, si je me place en plein centre de la maille, il n'y a pas d'atome au centre. Et puis, il existe aussi une dernière possibilité, le type C, les bases centrées, c'est-à-dire uniquement sur 2 côtés opposés, on a un atome, mais il n'y en a pas sur les 4 autres faces ici, et il n'y en a pas au centre. Vous voyez qu'elle existe ici, et elle existe là aussi. Mais comme j'ai déjà dit, on va vous demander ça. Donc, je vous montre juste ce qui existe. Rassurez-vous, on ne va pas tout faire. Alors, comme j'ai montré tout à l'heure le béryl, il avait une maille hexagonale et les taches qu'on observait sur l'écran, ça faisait aussi une maille hexagonale. Vous avez la fluorite qui a une maille cubique, c'est-à-dire au niveau des atomes, ça ressemble à une maille comme ça. Par contre, je ne sais pas s'il y a les P, I ou F, mais bon, c'est une maille cubique. Et ça a été coupé par un tailleur de pierre qui a coupé en respectant des plans de coupe. C'est-à-dire avec la meuleuse, c'est comme s'il avait coupé pile au milieu entre les 2 atomes, ici, là, comme s'il traçait un trait. Je récupère à droite. Hop. Donc, le tailleur de pierre, c'est comme s'il avait coupé. Qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise. Là. Le tailleur de pierre, c'est comme s'il avait coupé sur le plan horizontal en passant pile au milieu des atomes. Parce que si on coupe sur un atome, ça va rebondir, ça va faire un défaut, et c'est de la matière, ça. Alors que si on coupe pile dans les plans de coupe, là où il n'y a pas de matière, en fait, ça va passer tout seul. Et on va obtenir une forme qui ressemble à la forme de la maille, c'est-à-dire un cube.
Donc là, évidemment, il aurait pu le couper, que ça ressemble à une boîte d'allumettes. Donc, il s'est amusé avec le matériau, là, celui qui a fait taillant de pierre, pour montrer qu'on a un cube. Et donc, macroscopiquement, on a un cube. Et la maille élémentaire aussi, elle est cubique. Voilà, c'est un peu comme des fractales, que si on zoome sur ce cube jusqu'au niveau des atomes, on va trouver aussi un cube. Et après, les atomes, ils seront répartis d'une certaine façon, mais la maille sera cubique. Et le dernier exemple, c'est une maille orthorhombique. Orthorhombique, c'est le nom compliqué pour la boîte d'allumettes. Hein, ça, c'est la boîte d'allumettes. Le topaze, il cristallise sur une maille orthorhombique, c'est-à-dire qu'il y a des angles à 90, mais les trois longueurs sont différentes. Et donc, là aussi, le tailleur de pierre, il pouvait couper suivant cette direction, ou bien perpendiculaire, ou bien dans l'autre sens, comme ça. Il a plusieurs plans de coupe. Et donc, le tailleur de pierre s'est amusé à faire des formes de rectangles, alors qu'il aurait très bien pu faire un carré, hein, puisque quand on a un rectangle, rien n'empêche de couper là pour faire un cube. Donc, le tailleur de pierre s'est amusé à faire une maille orthorhombique pour que, macroscopiquement, ça ressemble à ce qu'on a microscopiquement. Voilà. Donc, ça, c'était la présentation des réseaux. On va s'intéresser uniquement à ceux-là, qui sont cubiques. C'est vrai que c'est déjà assez cool. Alors, le nombre de motifs dans la maille, c'est ce qu'on appelle population ou multiplicité. On peut la noter N. Des fois, j'ai vu aussi qu'on pouvait l'appeler Z, N ou Z. Alors moi, ça me gêne de l'appeler Z, parce que Z, c'est le numéro atomique. Donc, si vous avez du fer, du cuivre, de l'argent, il y a un numéro atomique. Et c'est en plus, c'est la même notation pour dire combien il y a d'atomes dans la maille. Ça peut gêner, vous pouvez faire une confusion. Donc moi, je préfère l'appeler N. Mais bon, ça, il y a différentes conventions. Hein. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Donc le but, ça va être de savoir combien il y a d'atomes à l'intérieur de la maille. Donc ça, je vais y revenir après, on va faire au fur et à mesure. Alors, si je considère la maille cubique simple, donc celle qu'on a notée P, mais bon, le P n'est pas à retenir. Donc cette structure, elle est rare parce qu'au centre, il n'y a rien du tout. Et donc les atomes, qu'est-ce qui fait que les atomes tiennent les uns sur les autres? Imaginez que vous ayez mis des balles de ping-pong en forme de carré, comme ça, qui sont en contact les unes avec les autres. Donc, vous voyez que ça vous ferait 4 balles, elles dépassent. Hein. On a représenté le centre du cube, enfin le centre de l'atome sur un sommet. Donc, si vous avez les 4 balles ici qui sont en contact les unes avec les autres, et vous posez dessus, pile à la verticale de chaque balle, vous posez dessus 4 autres balles. OK? Et puis vous lâchez, puisqu'il n'y a pas qu'un grand géant qui tient les atomes. Donc vous lâchez tout. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les atomes, les balles de ping-pong que vous avez posées dessus, elles ne vont pas rester en place. Elles vont tomber, elles vont glisser, elles vont se placer autrement. Donc cette structure, seule, elle est rare. Parce que comme il y a du vide au milieu, les atomes ils vont s'effondrer vers le centre du cube. Il n'y a rien qui les retient. Par contre, cette structure, on la verra plus tard, associée avec un atome différent, par exemple des atomes de chlore sur les sommets et un atome de césium au centre, qui est différent, un atome en plein centre, cette maille, elle existe comme ça. Mais seule, elle est vraiment extrêmement rare. Donc, décrire les paramètres de cette maille-là. Donc, comme c'est un cube, qu'est-ce qu'on peut dire des longueurs? Les 3 paramètres de longueur, ils sont égaux. Donc, on a A égale B égale C. Et comme c'est un cube, les 3 paramètres d'angle, alpha, bêta, gamma, ils sont à 90 degrés. Donc, c'est pour ça qu'on pose fréquemment ce type d'exemple, parce que vous avez des valeurs faciles
A égale B égale C, et puis des angles tous à 90. Alors maintenant, le but, ça va être de trouver la population, ou multiplicité, le nombre d'atomes qu'il y a dans la maille. Alors, si vous regardez directement, vous voyez qu'il y a 8 atomes. On en voit 8. OK? Par contre, les 8, ils n'appartiennent pas à cette maille-là. En fait, les atomes, vous voyez que là, l'atome qui est ici, il déborde de la maille. On le voit mieux ici, là. Cet atome-là, il déborde sur le côté. Donc, ça veut dire que cet atome-là, il y a une partie qui est à l'extérieur ici, qui ne se trouve pas dans la maille. Donc, il va falloir regarder, est-ce que l'atome, il est réellement dans la maille ou est-ce que l'atome, il peut être partagé en plusieurs mailles? C'est vrai qu'il y a 8 atomes. Rappelez-vous, les atomes, ils sont en perte de vue dans les 3 directions. Donc, on a plein de mailles cubiques qui sont représentées là en couleur. Et moi, j'ai l'atome qui est au sommet, celui-là. L'atome A. Ça, c'est l'atome du sommet, vous voyez? En fait, l'atome du sommet, il va être partagé entre plusieurs cubes différents. On le voit bien sur ce dessin. Là, si mon cube, c'est celui qui est orangé là devant, cet atome du sommet, il appartient aussi une partie avec le bleu, une partie avec le noir, une partie avec le violet. Donc, dans le plan horizontal, cet atome-là, il est partagé en 4. Et si vous regardez au-dessus, eh bien, au-dessus aussi, il y a 4 mailles différentes, 4 cubes. Moi, je m'intéresse juste à ce cube qui est là en avant. Ce cube qui est là en avant, c'est lui, avec l'atome sur le sommet. Et vous voyez qu'un atome sur un sommet, en fait, il va être partagé en 8 mailles qui sont les unes à côté des autres. C'est ce qu'on voit sur ce dessin. En fait, là, l'atome, on n'a pas représenté un vrai atome qui dépasserait. On a représenté que ce qui est à l'intérieur de la maille. Comme si avec un couteau, on avait coupé pile sur les plans du cube et qu'à l'intérieur, il y avait une fraction d'atomes. Ça, on ne sait pas le faire pour de vrai. Hein. On ne sait pas couper un atome en deux comme ça. Donc, c'est purement fictif. Mais tout ça, c'est pour dire que l'atome sur le sommet, il n'appartient pas que à cette maille-là. Il appartient aussi aux mailles des autres atomes. Donc, on ne peut pas dire qu'il appartient en entier à cette maille. Sinon, s'il appartenait en entier à cette maille et aussi en entier aux mailles autour, c'est comme si on en comptait 8. Alors qu'en fait, il n'y en a qu'un à cet endroit-là. Donc, on va compter 8 fois 1/8. Parce que vous voyez que là, l'atome, il est partagé entre les 8 cubes, les 4 en dessous et les 4 en dessus. Donc, il y a 8 sommets pour un cube. Mais par contre, les atomes, ils sont partagés en 8. Ici, on le voit qu'il est commun à 8 mailles. C'est pour ça que sur ce dessin qui représente la réalité, si vous aviez les 4 balles de ping-pong ici, et vous devez placer 4 balles au-dessus, vous voyez que ça donnerait cette configuration. Les balles de ping-pong, elles ne tiennent que par un point ici, là, là et là-bas. Et en plus, elles se tiennent entre elles. Donc, si vous lâchez, instantanément, ça tombe. Ça ne peut pas tenir. Et donc, finalement, combien il y a d'atomes dans la maille? 8 fois 1/8, ça fait 1. Donc, cette maille-là, qu'on représente ici, c'est comme si elle avait un atome au centre et c'est tout. Ça revient au même, en fait. D'accord? Mais comme on est obligé d'avoir les atomes sur les sommets de la maille, ici, on va dire que la population, c'est un atome pour cette maille. Alors, la deuxième structure cubique centrée, celle-là, elle est assez fréquente. Donc, vous avez des atomes sur les sommets, ça c'est obligé, plus un atome en plein centre. Vous voyez que ça vous fait ça. Donc, l'atome qui est en plein centre de la maille, lui, il appartient à cette maille en entier.
Et ceux qui sont sur les sommets, eux, ils appartiennent en partie à cette maille, mais aussi à d'autres mailles. Alors, pour définir le cube, eh ben, c'est pareil que tout à l'heure. On a les trois longueurs égales et les trois angles à 90. Le plus dur, ça va être la population. Alors, la population, vous avez les sommets. Il y a 8 sommets. Et comme on a dit tout à l'heure, les sommets, là, je représente un sommet. Ce sommet, il est partagé entre plusieurs mailles. J'ai juste une fraction d'atomes là. Donc ici, je vais avoir 8 fois 1 huitième. J'ai mes 8 sommets qui sont partagés en 8 mailles. Donc ça, c'est uniquement les sommets. Et là, j'ai en plus un atome en plein centre. L'atome en plein centre, du coup, il faut le compter. Alors là, c'était l'atome B. Si l'élément B, il est placé en plein centre d'une maille et qu'il ne va pas empiéter sur les mailles d'à côté, il n'appartient que à cette maille. Donc, en fait, l'atome central, il est dans cette maille et on ne va pas le fractionner puisqu'il n'appartient que à cette maille. Donc, je dois ajouter 1. C'est un atome au centre qui n'est pas partagé. D'accord? Il est au centre, il n'est pas partagé avec d'autres mailles. Et en tout, 8 fois 1 huitième, ça fait 1, plus 1 égale 2. Donc là, cubique centré, on a 2 atomes par maille. C'est une moyenne. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer si on compare les deux structures? C'est que dans la cubique simple, ici, les atomes, vous voyez, ils sont en contact sur une arête. On le voit, à chaque fois, ils sont en contact sur une arête. Donc, la distance, le paramètre A du cube, c'est 2 fois le rayon. Un rayon plus un rayon. Donc, petit a égale 2R, 2 fois le rayon. Ici, sur la cubique centrée, vous voyez qu'il y a du vide. Les atomes ne sont plus en contact suivant les arêtes. Là, il y a du vide, là, il y a du vide. Là aussi, on le devine, là aussi, et là. Donc, sur cubique centré, les atomes ne sont plus en contact ici. Donc, ça veut dire que le côté petit a, il est plus grand que 2 fois le rayon. Parce que si c'était égal à 2 fois le rayon, ici, on sera en contact. A égale 2 fois le rayon. Donc, ici, on a A qui est supérieur à 2 fois le rayon. Donc, il faudra trouver dans quelle direction du cube on a contact entre les atomes. Donc, le contact, on va l'avoir ici, on va l'avoir ici. Là, il est caché, mais il est dessous. Là, contact. Là, on aurait dû avoir le contact. Donc, le dessin est mal fait. Et le troisième modèle qu'on peut vous demander, c'est cubique à face centrée, F, face centrée. Donc, comme tout à l'heure, quand on doit décrire le cube, décrire la maille, eh c'est un cube A égale B égale C, et les angles égaux à 90. Ça, c'est la partie facile. Ensuite, la population, donc il faut regarder où sont les atomes. Vous avez les atomes sur les sommets, c'est ceux qui sont là. Et vous voyez, par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup plus petit, le rayon. On constate qu'il est plus petit, tout simplement parce qu'il va y avoir plus d'atomes à caser. Donc, les atomes qui sont sur les sommets, on voit qu'ils sont coupés comme des portions de sphères. Donc, les sommets, c'est toujours partagé 8 fois 1 huitième. Il y a 8 sommets partagés en 8 cubes. 8 fois 1 huitième. Donc, en fait, tous les sommets, c'est comme si ça faisait en moyenne un atome. Et ensuite, vous allez avoir les faces du cube. Alors, vous vous rappelez, comme vous savez jouer au dé, qu'il y a dans un cube 6 faces. Donc, 6, c'est le nombre de faces du cube. Okay. Par contre, ici, vous voyez bien que les atomes ils vont être partagés en plusieurs mailles. Ça se voit très bien ici. Il y a une partie de l'atome qui est dans la maille, celle qui est dessous, et ce qui manque, c'est ce qui est dessus. Donc, l'atome, il a été coupé
on voit qu'on n'a qu'une portion. Là aussi, cet atome, il est coupé en deux, et cet atome aussi. Et les autres qu'on ne voit pas qui sont derrière. Donc là, vous avez un atome qui est au centre d'une face, c'est-à-dire la position D. Un élément qui est placé au centre d'une face. Donc là, si on était dans le cube bleu, ce serait cet atome-là qu'on considère, l'atome D. Donc un atome qui est au centre d'une face, au milieu d'une face, il est partagé à moitié entre le cube d'en dessous et le cube rose qui est au-dessus. Donc l'atome qui est là, il va être coupé en deux, partagé à moitié en dessous et en dessus. Donc ça va être 6 fois 1,5. Il y a 6 faces dans un cube et à chaque fois c'est coupé en deux. Donc comme moi je veux savoir le nombre d'atomes qu'il y a en tout là, on ne peut pas compter cet atome au milieu de la face à la fois dans la maille d'en dessous et en même temps dans la maille d'en dessus. On l'aurait compté 2 fois. Donc c'est pour ça qu'on doit couper en deux, 6 fois 1,5. Donc 8 fois 1/8, ça fait 1. 6 fois 1,5, ça fait 3. Et quand vous additionnez, globalement, il y a 4 atomes par maille. 4 atomes du même élément. Par exemple, 4 atomes de fer ou 4 atomes de cuivre. Voilà. Et puis un élément qui est au centre d'une arête, là, on n'en aura pas besoin pour l'instant. Donc, il serait commun à 4 mailles, on se voit. Il est commun entre la bleue, la orange, la jaune et la rose. Donc ici, si vous avez un au centre d'une arête, il faudrait le couper en 4, parce qu'il est commun à 4 cubes. Donc là, vous voyez que compter le nombre d'atomes dans le cube, en fait, si vous avez compris le principe, un sommet, on le partage en 8. S'il y en a un au centre, on le laisse tel quel, parce qu'il n'est que dans la maille. Et s'il y en a un au centre des faces, eh bien, il faut le couper en 2. Et globalement, le nombre d'atomes, donc ici, vous en avez 1, là, vous en avez 2 dans la maille, et là, vous en avez 4. OK? 1, 2, 4. Mais on peut vous faire dénombrer comme il y a sur une autre forme, hein, la boîte d'allumettes ou des trucs comme ça. Vous voyez que là, sur celui-là, il y en aurait un par sommet, ça fait 8 fois 1/8, ça fait 1, plus un atome au centre des faces. Donc là, lui, il compte pour 1,5 2 fois. Donc globalement, ces deux mis ensemble, 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Donc en tout, dans la maille C, il y a 2 atomes. Les 8 sommets fois 1/8, plus les 2 faces fois 1,5. Voilà, c'est comme ça qu'on compte. Et là, sur une maille bizarre, c'est pareil. Hein, on va dire que l'atome au sommet, il est coupé en 8. Parce qu'il y aura une maille au-dessus qui a les mêmes géométries, qui est bizarre aussi, mais l'atome, il est bien partagé en 8 mailles. Et celui ici, au centre d'une face, il est partagé entre les 2 mailles, en dessous et en dessous, même si ce n'est pas des cubes. On compte toujours de la même façon. Alors, caractéristique d'une maille, là, vous avez le lien pour aller sur Internet. J'ai vérifié, ça marchait. Sur un site de l'Université du Mans, Université Le Mans. C'est bien parce qu'avec ce logiciel-là, quand on se connecte, on arrive à trouver la structure qu'on veut. Donc là, j'avais choisi le cuivre. Et on peut jouer la mimuse avec toutes les possibilités et le faire tourner en 3D. Donc on arrive à voir le cube bouger avec les éléments qui sont à l'intérieur. Après, on peut accéder aux valeurs, soit ces structures, et vous voyez le truc, soit il y a des paramètres de longueur, et vous accédez à des tableaux comme ça, où on vous donne, pour les numéros des 14 atomes qui sont dessinés, il y en a 14 qui sont dessinés, il vous donne les positions sur X, Y ou Z. Vous voyez que là, X égale 1, Y égale 0, Z égale 0. Après, il y a forcément l'atome qui fait 0, 0, 0. C'est le sommet initial, l'origine du repère. Et après, vous avez des atomes à 0,5, 0,5. 0,5, 0,5, c'est ceux qui sont au centre des faces. D'accord?
Donc, on vous identifie tous les atomes avec les coordonnées sur X, Y, Z. On vous a donné les valeurs de A, B, C. Alors, le seul inconvénient de ce logiciel, c'est que les valeurs, il les donne en angstrom. Angstrom, 10 moins 10 mètres. Ce n'est pas des valeurs normalisées. Par contre, c'est très facile à écrire. Vous voyez, 3 à 615, c'est facile à retenir. Donc, en angstrom, vous avez des chiffres. Ça va de 1, quelque chose à 4 ou 5. Alors que si vous aviez dû l'exprimer en picomètres, ça aurait fait 361 picomètres. D'accord? Donc, retenez que les longueurs sont en angstrom. Ensuite, les angles alpha, bêta, gamma, là, c'est en degrés. Et réseau F, donc F, ça correspond à face centrée, celui-là. De toute façon, ça se voit sur le dessin, comment sont les atomes. Donc, décrire la maille du cuivre d'après les informations obtenues sur le site internet. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La maille, on dit qu'elle est cubique, puisqu'on sait que les 3 ABC sont égaux, et les 3 angles à 90. Donc, la maille, elle est cubique, avec les 3 paramètres de longueur A égale B égale C, égale à 3,615 angstrom, c'est-à-dire 3,615 10 moins 10 mètres, ou 361,5 picomètres. 361 10 puissance moins 10. Si on vous parle en angstrom, vous pouvez laisser angstrom, hein, c'est pas grave. Et ensuite, les paramètres d'angle, ben, il y a 3 angles, alpha, bêta, gamma, et ils sont tous à 90 degrés. Donc, c'est vraiment une maille cubique. La maille, c'est la géométrie de la boîte. Okay, et ensuite, on va décrire le motif, c'est-à-dire où sont les atomes. Donc, le motif, on dit qu'il est à face centrée. Donc, il y a forcément des atomes sur les sommets du cube. Ça, c'est obligatoire. Sur les sommets, c'est forcé. On n'a pas le choix. Et après, il peut y avoir des atomes en plus. Donc là, vous avez les atomes sur les sommets du cube. Et puis, vous avez les atomes au centre des faces. Il y a 6 faces. Et vous voyez qu'au centre du cube, là où j'ai ma souris, au centre du cube, il n'y a pas d'atome. Et on verra plus tard qu'au centre, il peut venir un atome différent. Soit ça peut devenir une pierre précieuse, soit ça peut devenir un semi-conducteur, des trucs comme ça. Alors ensuite, dessiner le plan de contact entre les atomes. Alors là, vous avez cubique à face centrée, c'est celui-là. Okay, donc, le plan de contact entre les atomes, si on représente une face du cube avec les atomes c'est des cercles. En fait, ça va ressembler à ça. Ça, le carré qui est là, je suis en train de faire le tour, ce carré, ça correspond au plan de contact. C'est un carré. Clac, clac. Donc, ce carré-là, que je vais mettre en transparence et en couleur. Hop. Donc, ce carré-là, ça correspond au plan d'une face et au plan de contact entre les atomes. Vous voyez que les atomes, ils sont en contact. Là, on voit 4 fois que c'est en contact sur ce plan qui est un côté du cube. Donc ça, c'est le plan de contact. Donc là, je reviens au plan de contact. J'ai représenté les atomes tels qu'ils étaient. Et quand on veut voir le plan de contact, en fait, on se place uniquement dans le cube. C'est-à-dire que j'ai éliminé tout ce qui était à l'extérieur. J'ai gardé que ce qui était dans le cube, dans le carré. Donc là, ça fait un peu une illusion d'optique. On a l'impression que les traits ne sont pas droits. Alors qu'en fait, c'est vraiment un carré. Hein. Je peux vous le prouver. Hop. Je peux vous prouver que c'est bien un carré. Et que ce n'est pas une illusion d'optique. Voilà. Vous voyez? Donc, le plan de contact, c'est une face du cube. Et on voit que le contact, il est dessiné dans ce plan. On le voit dans ce plan. Comme ce qu'on avait là. Le contact, il est ici. Donc, un petit peu de géométrie. Comme je vous ai dit tout à l'heure pour un carré, un côté du carré, c'est petit a.
et une diagonale du carré, c'est A racine de 2. Donc, comment calculer le rayon des atomes de cuivre? Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, on ne peut pas dire que A, c'est 2 fois le rayon, puisque A, c'est plus grand que 1 fois 2 fois le rayon. A supérieur à 2R. Donc, avec le paramètre A, on ne peut pas trouver le rayon. Par contre, si vous placez sur la diagonale, ici, A racine de 2, c'est la diagonale d'un carré. Vous voyez que si vous comptez, vous avez 1 fois le rayon, une deuxième fois le rayon, 3 fois, 4 fois. Donc, sur une diagonale, on a A racine de 2. A racine de 2, c'est la longueur ici. A racine de 2, c'est 4 fois le rayon. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Okay. Par contre, A, il est supérieur à 2R. Donc, en fait, A tout seul, on ne peut rien en faire. Donc, moi, je vais calculer le rayon R. Donc, je dois isoler R dans la formule. Mais en fait, c'est simple, on divise par 4. Donc, ça va faire A racine de 2 sur 4. Donc, le A, vous le connaissez, puisque vous avez dit que c'était cette valeur-là. Et donc, il suffit de multiplier ça par racine de 2 sur 4. Et donc, vous allez trouver une valeur, comme on connaît A, on en déduit R, 1,28 angstrom. 1,28 angstrom, c'est le rayon tel qu'on est contact entre les atomes. C'est comme ça qu'Angstrom, en fait, c'était un savant. Il a donné l'unité avec cette valeur 10-10 mètres parce qu'il trouvait que c'était pratique que le rayon il soit de l'ordre de l'unité, de l'ordre de 1, 2, 3, des valeurs faciles à manipuler. Plus couramment, on trouve les valeurs en picomètres. Ça, c'est dans l'unité normalisée. Bon, peu importe. Alors, ce qu'on peut voir sur le site internet, c'est qu'il vous dit R. R, c'est le rayon des atomes. Il vous donne la valeur ici du rayon des atomes. 1,20. Et comme toutes les longueurs, c'est un angstrom, et bien 1,20 angstrom. Donc ça, c'est le rayon tel qu'il est donné dans le logiciel, tel qu'il a été paramétré pour faire ces schémas. 1,20 angstrom. Or, moi, j'ai trouvé une valeur plus grande. Ben, si vous allez sur le site internet et que vous amusez à trouver la structure et à la faire tourner, au moment où vous arrivez à isoler un plan de face, le plan de face, c'est le plan qui passe par les atomes ici, le plan de contact, vous voyez qu'il y a du vide ici entre les atomes. Donc, si vous prenez un rayon de 1,20 angstrom, on voit que là, il n'y a pas de contact. Il aurait dû y avoir contact à racine de 2 ici. Or, il n'y a pas de contact. C'est tout simplement parce que le rayon dans le programme, il est trop petit. Le rayon 1,20 angstrom est trop petit. Et donc, 1,28, c'est plus cohérent si c'est plus grand, parce que les atomes, ils vont être en point de contact ici. Vous avez un point de contact. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient de ce site de l'Université du Mans, c'est que les rayons donnés dans les programmes, ils sont parfois faux. Et donc, il faut les retrouver, vérifier si ils sont corrects. Mais bon, vous arrivez à visualiser les structures en 3D. Il y a pas mal d'exemples sympas. Et c'est là que j'ai trouvé les exercices d'école en faisant tourner les structures, en regardant où étaient les atomes. Et donc, ça peut vous montrer des choses, vous faire comprendre. Donc ensuite, on vous demande de calculer la coordinance. Alors la coordinance, c'est une définition. C'est la définition la plus compliquée à retenir parce qu'en fait, le mot coordinance, ça ne parle pas. Donc la coordinance, il faut se rappeler par cœur que c'est le nombre d'atomes en contact direct avec un atome donné. Voilà. Coordinance, ça c'est une valeur qu'il faut retenir par cœur, enfin la définition, parce que le mot coordinance, ça ne dit pas du tout le nombre d'atomes en contact avec un atome donné. Alors si vous prenez un atome au centre d'une face, celui-là, vous voyez qu'il est en contact avec 4 atomes sur cette face. Donc c'est ça la coordinance. Il faut calculer combien il y a d'atomes en contact
par exemple, avec cet atome central, combien il y a d'atomes autour en contact? Alors, prendre un atome au centre d'une face, ce n'est pas le plus simple. Le plus simple, c'est de regarder un atome qui serait au sommet du cube. Par exemple, un atome ici. Si vous prenez un atome ici, je vous remets le dessin. Voilà. Donc, si vous prenez un atome sur un sommet, vous voyez qu'il est en contact avec l'atome au centre de la face ici, mais aussi dans ce plan et aussi dans ce plan. Donc, il est en contact avec un atome dans le plan horizontal, avec un atome dans ce plan-là vertical, et aussi avec un atome dans l'autre plan vertical, là, qui est perpendiculaire au dessin. Vous voyez que l'atome, il est en contact avec, à chaque fois, au centre des faces. Donc, on considère un atome situé au sommet du cube, le bleu, il est en contact avec l'atome au centre d'une face dans sa propre maille. Par exemple, ici. Ou là. Ou là. Ou là. Donc, en fait, il est en contact avec l'atome au centre dans sa propre maille, mais aussi avec les trois autres atomes au centre d'une face dans le même plan. Donc, si vous considérez ce plan horizontal, l'atome, il est en contact avec celui-là au centre, ça fait 1, 2, 3 et 4. Juste dans ce plan. Mais je vous ai dit aussi que l'atome, il était en contact dans le plan vertical. Donc maintenant, je me translate, je pars de cet atome-là. Donc, il est en contact avec les 4 ici, dans ce plan-là, les 4 au milieu. Hein? Lui, il est en contact avec celui-là, mais aussi avec celui qui est là, là et là. Parce que la maille, elle se répète. Donc, dans le plan ici, il est en contact avec 4, déjà. Et ensuite, je vous ai dit qu'il était en contact dans le deuxième plan. Regardez, cet atome, il est en contact dans le plan vertical avec cet atome-là, mais aussi avec les 3 autres mailles qui sont dans le même plan. Et puis, le dernier en contact avec ça. Donc, si vous revenez ici, il est en contact avec 4 dans le même plan. Et comme il y a 4 atomes dans un plan donné, 4 atomes dans le plan horizontal, mais il y a aussi 4 atomes dans ce plan vertical et 4 atomes dans celui-là vertical qui est le plan du dessin. Donc, en contact avec 4 atomes dans un plan donné, mais il y a 3 plans différents perpendiculaires, hein, puisqu'il y a 3 côtés différents du cube. Et donc, la coordinance, ça va être égal à 4 atomes dans un plan fois 3 plans. Et ça fait 12. Donc, un atome, il est en contact avec 12 atomes autour. Ça, c'est difficile à voir. Sur une structure de ce type-là, on ne les voit pas de suite, les 12 atomes. Donc, celui-là, le sommet, il est en contact avec celui qui est au centre de la première face. Et comme il y a des cubes autour, il est en contact aussi avec celui-là, celui-là, celui-là. Vous voyez, là, je définis le plan horizontal. Ensuite, cet atome, il est en contact avec lui qui est au centre de la face verticale. Mais il est aussi en contact avec les autres qui sont là, là et là, dans le plan vertical. Et enfin, cet atome, il est en contact avec l'atome au centre, ici, dans le plan du dessin, et aussi dans le même plan, là, là et là. Donc, c'est ça qui est difficile à visualiser, c'est qu'on voit un atome dans un plan donné, mais en fait, il faut comprendre qu'il y a 4 atomes dans le même plan. 3 atomes qu'on ne voit pas parce qu'ils sont dans les cubes à côté.
Les cubes, il faut se rappeler, les mailles, elles sont dans toutes les directions à l'infini. Donc, si vous avez un atome qui est au centre de la maille, il compte pour en dessus, en dessous. Donc, vous allez avoir 3 plans et dans chaque plan, 4 atomes. Voilà, ça c'est la coordinate, c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut réussir à imaginer les cubes qui sont autour. Il n'y a pas uniquement la maille qui m'intéresse, c'est la maille cubique qui est là. Il faut réussir à penser qu'il y a toutes les mailles autour qui comptent. Alors ensuite, la compacité, ça c'est un petit peu plus facile à retenir parce que c'est logique. Quelque chose qui est compact, c'est quelque chose qui est lourd, qui est complètement rempli, à la différence de quelque chose qui est vide où il n'y a rien dedans. Donc compact, ça veut dire c'est plein, et sinon ce serait vide. Donc la compacité, la définition, c'est la fraction de volume réellement occupée par les atomes. Alors j'imagine un monde fictif où les atomes sont des cubes. Un atome, c'est un cube. Imaginez, l'atome, c'est ce cube. Donc l'atome, qui est cubique, il occuperait 100% de son espace, y compris dans les mailles autour. Donc si les atomes, c'était des cubes empilés les uns sur les autres, on aurait une compacité de 100% avec pas de vide du tout. En réalité, les atomes, c'est des sphères. Ce n'est pas des cubes, c'est des sphères. Donc le volume de un atome, donc ça c'est la géométrie, le volume de un atome, c'est 4/3 de pi r cube, avec R le rayon de l'atome. Donc il va falloir compter combien il y a d'atomes dans la maille, c'est-à-dire la population, multiplicité. Donc cubique à face centrée, on avait dit qu'il y a 8 sommets fois 1/8, ça fait 1, plus 6 faces coupées en 2, 6 fois 1/2, ça fait 3. Donc en tout, la multiplicité population, c'est 4. Il y a 4 atomes. Donc dans la maille qui est là, il y a 4 atomes, et en fait, il y a 4 vrais atomes. Si on avait reconstitué, par exemple, cette moitié avec celle-là, les 8 sommets coupés en 8, on les recolle en tout, ça en fait un seul. Et sur les 6 faces, si on les colle 2 par 2, en tout, vous en récupérez 3. Donc, vous voyez que ici, on a 4 atomes dans la maille, et en fait, c'est comme si on avait recollé des fractions d'atomes. Donc, la compacité, la fraction de volume. Donc, le volume réellement occupé par les atomes dans la maille sur le volume de la maille. Donc, comme on a dit qu'il y avait 4 atomes, ce sera 4 fois le volume d'un atome sur le volume de la maille. Jusque-là, c'est facile. Donc, après, on remplace le volume d'un atome, c'est 4 fois 4/3 de pi r cube. Sur le volume de la maille, c'est un cube de côté A au cube. Donc, si vous remplacez, là, j'étais un peu vite. Donc, on a A racine de 2 égale 4R. Je vous explique comment j'ai trouvé ça. Peut-être que le mieux, ce serait de revenir en arrière. Donc, on a A racine de 2 égale 4R. Donc, la valeur de A, eh bien, on divise tout par racine de 2. Donc, quand on divise 4 par racine de 2, c'est comme si on avait 2 racines de 2. Donc, A égale 2 racines de 2R. Et je vais remplacer A au cube, ici, par sa valeur en fonction de R. Donc, je vais élever ça au cube. J'ai ce côté au cube égale celui-là au cube. Hein, c'est pareil. J'ai juste fait au cube d'un côté et de l'autre. Donc, si vous remplacez, ça fait 2 au cube, racine de 2 au cube, R cube. 2 au cube, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2, c'est 2 racines de 2. Parce que les racines se sont simplifiées. Et le R, il reste. Donc, finalement, quand vous remplacez, ça vous fait 16 racines de 2 R cube. Donc, ça, c'est l'expression de A au cube en fonction de R.
puisque je savais que j'avais la relation là. Donc, si je remplace, vous voyez qu'on peut calculer la compacité même si on ne connaît pas la valeur de petit a. Et donc, en simplifiant, vous avez pas mal de trucs qui se barrent. Par exemple, 4 x 4, ça fait 16 qui se neutralise avec ça. Le R cube se neutralise. Et au final, il va vous rester cette expression-là. Pi sur 3 racines de 2. Ce n'est pas à retenir par cœur. Par contre, le résultat, ça vous fait 0,74, c'est-à-dire 74% d'espace occupé par les atomes. Et donc, au final, on aura 26% de vide. Le vide, c'est les trous qu'on voit ici. Et donc, il va y avoir possibilité de petits atomes qui puissent entrer dans la maille du cuivre, des impuretés en fait. Donc, on trouve une valeur 74%. Voilà, ça, c'est à retenir. 74%, c'est la valeur maximum pour cubique à face centrée. Et si vous avez cubique centré, celui où il y a juste l'atome au centre, ici, on voit qu'il y a plus de vide. Donc, il y a 68% d'espace occupé au lieu de 74%. Voilà. Donc, ça aussi, on vous le refait calculer. Si vous trouvez une valeur différente, c'est probablement que vous serez trompé dans les calculs. Parce qu'en général, soit c'est 74%, soit c'est 68%. C'est peu probable que ce soit autre chose. Et le dernier calcul qu'on peut vous demander, c'est la masse volumique du cuivre et comparée à la densité qui vaut 8,96. Donc, on vous donne des grandeurs. Donc, la masse volumique, ça vous connaissez. C'est le rapport masse sur volume. Et on l'exprime en général en kilos par mètre cube. Alors, attention, parce qu'il va y avoir des problèmes de conversion. C'est ça qui fait toujours mal en général. Les masses molaires, on vous les donne en grammes. Ce n'est pas pour vous punir, c'est parce que c'est comme ça. Et dans la masse volumique, on voudra en kilos. Donc, il y a une première conversion de masse. Les grammes, c'est 10,3 kilos. Donc là, ça fait 63,55, 10,3. Et ensuite, par mètre cube, donc on veut que les longueurs soient en mètres. Or, les longueurs, vous les avez en angstrom, ici, et pas en mètres. Donc, il faudra faire la conversion aussi pour avoir une valeur en mètres. Donc, masse volumique, une fois qu'on a compris le principe qu'il y avait 4 atomes dans la maille, c'est la masse des atomes sur le volume. Donc, la masse des atomes, c'est le nombre d'atomes qu'il y a sur la masse d'un seul atome. Donc, le nombre d'atomes, c'est ça que j'ai appelé la multiplicité, N. La masse d'un atome, c'est la masse molaire. Sauf que quand je dis masse molaire, c'est que c'est pour une mole. Or, moi, je veux la masse d'un atome tout seul. Donc, en fait, un atome tout seul, la masse d'un atome tout seul, c'est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre qu'il y en a dans une mole. Donc, masse molaire divisée par Na, que bien sûr la masse, vous l'avez mis en kilos. Donc, ça fait 63,55, 10-3. Et en bas, lui, il reste tel quel. Donc, pensez au nombre d'Avogadro. Sinon, vous n'avez pas la masse d'un atome, vous avez la masse d'une mole d'atome. Et ensuite, vous divisez par A au cube avec A dans la bonne unité. Donc, la formule, ce n'est pas à retenir par cœur, ça. Ça se retrouve assez facilement. La masse volumique, quand on a compris comment ça marche, c'est facile. Donc, ce qui est compliqué, c'est attention les unités. Le nombre d'erreurs que j'ai vu là-dessus, je ne vous raconte même pas. Donc, il y a 4 atomes. La masse, il faut la mettre en kilos. Du coup, il y a le 10,3 qui arrive. Nombre d'Avogadro, il est tel quel. Et là, le rayon, il faut le mettre en mètres. Et le tout au cube. J'ai vu très souvent l'oubli du cube là. Ou alors le 3,615, il était au cube, mais le 10-10, il n'était pas au cube. Du coup, on trouve n'importe quoi. Et donc, la masse volumique, ici, on trouve 8940 kg par mètre cube. Et on vous demande de comparer à la densité théorique qui vaut 8,96.
théorique, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les bouquins. Donc, vous avez trouvé une valeur. Donc là, on vous parle de densité. Vous ne pouvez pas comparer directement la densité et la masse volumique. Donc, je vous redonne la définition de la densité. La densité, c'est le rapport masse volumique de ce qu'on cherche sur masse volumique de l'eau. Ça, c'est valable pour les phases condensées, c'est-à-dire solide ou liquide. Attention, ce n'est pas valable pour un gaz. Pour un gaz, on compare la masse molaire du gaz à la masse molaire de l'air, qui est 29. Du coup, ce n'est pas du tout la même formule. Hein. Donc, la densité n'a pas d'unité. Donc, on veut masse volumique du cuivre sur masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, c'est facile, c'est 1000. Donc, en fait, la densité, ça revient divisé par 1000 et en enlevant l'unité. Donc là, la densité, on trouverait 8,94. Comparé à la valeur théorique du 8,96, ben on est pas mal, quoi, ça va. Après, on peut faire un calcul d'écart relatif, mais bon. Là, on a une valeur qui est cohérente, plutôt que si vous avez trouvé 8000 ou 10,5. Donc, tout ça, c'était dans le cas d'un cristal parfait. Là, je vais vous présenter assez rapidement des problèmes qu'il peut y avoir. Le cristal réel. Je vous enverrai un exercice à regarder sur les semi-conducteurs. Donc, il y a des défauts possibles, c'est-à-dire un atome qui manque. Au moment où on a formé une structure, par exemple, on a forgé une bague en argent, il pouvait y avoir, au moment où on a plié, un atome qui manque. Et si cet atome manque, à chaque fois que vous mettez la bague, vous l'enlevez, vous faites une petite, vous appliquez une force, et globalement, les atomes, ils pourraient se déplacer. Donc, l'atome ici pourrait venir dans le trou, compenser, et du coup, le trou se retrouve là. Puis un autre atome peut se déplacer. Et finalement, si vous avez des trous dans votre structure, vous allez avoir un matériau qui va pouvoir se déformer trop facilement et à la fin, à la limite, casser. D'accord? Puisque ça va se déformer, mais on ne sait pas dans quel sens. À chaque fois que vous allez le déformer, ça va casser. Par exemple, si vous jouez avec un trombone, le petit trombone là, en acier pour attraper plusieurs pages en même temps, on le plie une fois, deux fois, trois fois, et à la 15e fois, il casse. Voilà, donc ça, c'est parce que à chaque fois que vous exercez une contrainte, vous allez déformer le matériau, vous allez créer des trous, les atomes peuvent se déplacer, et au final, ça devient de plus en plus facile, et à la fin, ça casse. Voilà, donc les lacunes, du coup, il manque des atomes, et on aurait une masse volumique trop faible par rapport à ce qu'on attendait. Après, une autre possibilité, c'est un tassement global suite à un écrasement. Exemple, vous prenez une barre de fer qu'on a sur les tables à votre lycée, là, les barres de fer qui tiennent les bureaux, et vous avez tapé dessus, un grand coup de pied, vous l'avez plié. Alors là, vous étiez vraiment énervé après le contrôle de maths, peut-être. Donc, vous avez plié la barre de fer, et peut-être qu'au moment où vous l'avez plié, il y a un atome qui s'est perdu. C'est comme si vous aviez fait glisser certains plans. Et au lieu d'avoir aligné 7 atomes, eh bien, maintenant, il n'y en aura plus que 6. Il en manque un. Donc, vous voyez que globalement, on a une déformation. Là où vous avez plié le matériau, il se peut qu'il manque des atomes. Et donc, localement, au lieu d'avoir des cubes parfaits, là-haut, vous pouvez avoir des mailles avec des formes comme un trapèze, là. Hein, des mailles bizarres. Mais comme nous, on va s'intéresser à un cristal parfait, on regardera là où ça marche bien, pas là où ça a été déformé. Donc, localement, vous pouvez avoir des propriétés différentes. Puisque les rayons X, ici, ils ne vont pas donner les mêmes valeurs que quand c'est parfait. Ensuite, les matériaux semi-conducteurs. Donc ça, je vais vous envoyer une petite lecture à faire. Le silicium polycristallin, il est moins efficace que le silicium monocristallin. Mais en fait, dans les panneaux photovoltaïques, les semi-conducteurs, il n'y a pas que du silicium. On a fait exprès de mettre des atomes différents. Soit un atome de phosphore, comme il est après le silicium dans la classification, si vous connaissez par cœur vos petites phrases encore, 6 poulets sans claquer des articulations, donc le phosphore il est juste après. Le silicium il a 4 électrons de valence,
symbolisé en bleu. Et le phosphore, lui, le phosphore, il a 5 électrons de valence, symbolisé en rouge. Et du coup, il va y avoir un électron de trop. Et donc, cet électron de trop, à chaque fois, ça va être lui qui va assurer la conduction du courant. Et de l'autre côté, donc, dopage N négatif sur une partie du silicium et sur l'autre partie qui est en contact, on va faire un dopage P positif en utilisant le bore. Le bore, c'est la colonne avant le silicium. Donc, le bore, lui, en vert, il n'a que 3 électrons de valence. Vous voyez que là, il en manque un. Du coup, le bore, il lui manque un électron. Et donc, l'électron ici, si les deux matériaux ils sont en contact, on assure une différence de potentiel entre les deux. L'électron ici va passer là. Et ensuite, de proche en proche, vous allez avoir un sens de courant imposé. Et tant que le Soleil assurera l'alimentation ici, les électrons ils vont passer à chaque fois d'un dopage négatif au P, et l'électron qui manque, il va être repris par un autre phosphore. Vous voyez que si on met des atomes différents dans le réseau, on peut optimiser le passage du courant. Donc ça, c'est le texte que vous lirez sur les semi-conducteurs. Et pour finir, donc je ne pouvais pas finir sans vous parler de truc le plus drôle, les pierres précieuses qui coûtent si cher. En fait, c'est parce qu'elles ont des atomes différents dans le réseau et que ce sont des impuretés. Donc, un atome différent dans le réseau, vous vous rappelez, je vous ai dit au début, là, au centre de la maille, il y a du vide. Il pourrait y avoir un atome différent. Par exemple, dans un atome de cuivre, il pourrait y avoir un atome de phosphore, ou un atome de chrome, ou un atome de fer. Et donc, les pierres précieuses, elles sont précieuses parce qu'elles contiennent des défauts. C'est ça qui est amusant. Donc, le rubis ou le saphir, c'est la même maille de base pour un don, qui est une maille tout à fait banale, mais si vous avez des impuretés de chrome à l'intérieur, ça va être un rubis de couleur rouge, et si vous avez des impuretés de titane, ça vous fait un saphir. Et donc là, je vous présente la lithothérapie. C'est une pseudo-science, moi ça m'a toujours amusé ces trucs-là, par le biais des cristaux. Donc si vous portez un rubis, c'est une pierre de vie qui donne courage et loyauté, le bonheur, le feu ardent. On l'associe au chakra du cœur pour la couleur rouge. Voilà. Donc si vous portez un rubis ou si vous offrez un rubis, il y a un symbole qui va avec. Alors que le saphir, lui, il améliore la vue en améliorant les problèmes liés au sinus, c'est-à-dire les rhumes. Il favorise la pousse des cheveux et des ongles et lutte contre la calvitie. Peut-être que vous devriez offrir un saphir à M. Buisson. L'améthyste, alors ça j'aime bien aussi, c'est la variété de quartz des évêques, parce que les évêques ils portent cette couleur violette. L'améthyste, il y a des impuretés de fer. Et le fer, comme la rouille, ben, ça, vous voyez que ça ne donne pas forcément la couleur attendue. Le fer, c'est rouge, mais là, ça fait violet. Et donc, l'améthyste, elle combat les intoxications aux produits addictifs, comme le café, la cigarette ou l'alcool. C'est la pierre de la plénitude. Elle peut aider les hyperactifs ou les personnes stressées. Je crois qu'il y en a pas mal dans votre classe. Donc, peut-être ça pourrait être intéressant. Et en plus, ça lutte contre l'alcool. Et donc, en fait, les évêques, ils aimaient bien cette pierre parce que quand on voit le sang du Christ, je vous rassure, ce n'est pas du vrai sang, c'est du vin. Donc, en fait, les évêques, à chaque fois, ils sont obligés de picoler. Et donc, grâce à cette pierre-là, eh ben, c'est plus une addiction. Ils sont obligés de boire le sang du Christ et donc de picoler. Voilà. Ensuite, la topaze qui est chère aux alchimistes. Hein, c'est comme moi, les apprentis chimistes. Je redouble depuis 22 ans, donc peut-être qu'à force, je vais passer en classe supérieure. Donc, la topaze, elle, c'est une pierre de guérison qui a la capacité de rendre invincible. Bon, peut-être qu'il faudrait que j'en achète une, moi, parce que je suis toujours avec mon fauteuil. Et du coup, j'irai mieux après. Donc là, la topaze, c'est des impuretés à la fois de fer et de chrome, régulièrement réparties. Le chrome, des fois, ça faisait rouge. Le fer, ça fait violet, mais quand vous avez les deux, ben, ça fait bleu. Voilà, allez savoir pourquoi. Et puis, vous en avez d'autres, la turquoise à la fois bleue et verte. Ça, c'est des impuretés de cuivre.
La couleur change, qui devient plus claire ou plus sombre en fonction de l'humeur de la personne qui la porte. Donc, si un jour elle devient complètement verte, vert fluo ou bleu, posez-vous la question pourquoi vous avez ce changement de couleur. C'est assez rigolo. Et puis, pour finir, le béryl qui possède la maille hexagonale, j'avais commencé par ça. Elle est verte ici parce qu'elle a des impuretés de chrome. Donc, c'est une pierre précieuse avec des impuretés. Et plus il y a d'impuretés de chrome, plus elle est jolie. Voilà. Donc, ça, c'est bien d'avoir des impuretés. Ou alors l'aigle marine, qui contient des impuretés de fer. Elle est un peu moins brillante. Donc, l'émeraude, symbole de paix, vie éternelle, jeunesse. Le vert, c'est l'espoir. Et l'aigle marine, qui était surtout trouvé au bord des plages, c'est le trésor des sirènes et ça protège les marins lors des traversées houleuses. Pour pas que le bateau coule, en fait. Et donc, on l'a longtemps offert comme pierre de fiançailles en disant, avec comme ça, même si vous traversez des tempêtes dans le couple, au final, vous allez rester ensemble. Voilà. C'est pas du tout scientifique, là, la partie sur les pierres, mais c'est rigolo. Voilà, j'ai terminé.